Je vais commencer alors par une intervention que j'ai intitulée, et j'espère que ça a éveillé votre curiosité, « À quelles conditions une science peut-elle être émancipatrice ?» C'est vraiment une drôle de question. J'ai beaucoup rigolé en la posant. Et je me suis dit qu'elle créerait un trouble tel que peut-être les auditeurs chercheraient vraiment l'intrigue jusqu'au bout pour savoir mais pourquoi poser une telle question. À quelles conditions une science peut-elle être émancipatrice ? Bon, vous allez voir, parce qu'en fait, souvent on y répond déjà par la définition même de ce qu'est la science, qui est évidemment émancipatrice. Alors, avant d'établir les conditions telles que je voudrais le faire, je voudrais qu'on essaye de réfléchir à savoir que pouvons-nous dire, que voulons-nous dire en utilisant une expression du type « science émancipatrice ». Bon, pour vous donner un exemple d'une expression récemment utilisée, précisément le magnifique livre de Geneviève de Fresne-Tardieu, qui est aussi issu de sa thèse, qui relate 40 ans d'expérience de l'université populaire ATD-Quart-Monde. Le sous-titre du livre de Geneviève, c'est « La construction d'un savoir émancipatoire ». Alors, émancipateur, émancipatoire... Bon, Armel n'est pas là ? Non. Bon, on peut dire c'est les deux alors, parce que sinon Armel Debruy, je pense qu'on ferait la différence. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'un savoir peut être émancipateur, qu'une science peut être émancipatrice. Donc on exclut déjà le fait que ça soit une science de l'émancipation. Bon, ça, évidemment, il y a des sciences de l'émancipation, autrement dit, une science qui fait de son objet l'émancipation ou les processus d'émancipation. Il y a notamment la sociologie qui fait ça, une certaine sociologie qui fait ça. Bon, là, évidemment, on ne va pas s'inscrire dans cette voie-là. Donc, on a deux possibilités pour définir cette notion de science émancipatrice. Est-ce une science émancipée ? C'est-à-dire où la science serait le sujet de l'émancipation ? Mais alors se pose la question de quoi la science émancipe-t-elle ? Ou est-ce une science qui émancipe ? Alors, qui est évidemment la définition la plus classique d'une science émancipatrice. Mais alors se pose la question du sujet de cette émancipation. Qui est émancipé grâce à la science ou par la science ? Alors moi je dirais, c'est vrai que je ne veux pas choisir, mais que c'est un peu les deux. Voire même qu'il y a une cohérence et une logique à utiliser ces deux définitions. Donc à la fois une science émancipée et une science qui émancipe. Et nous dirons là-dessus, en première approximation, qu'une science émancipatrice, c'est d'abord une science émancipée, et c'est parce qu'elle est émancipée qu'elle permet une émancipation de ses acteurs. C'est ce que dit Geneviève de Fresne-Tardieu dans son livre donc sur l'université populaire Quart-Monde. Ce qui est émancipateur ou émancipatoire, selon ces termes, c'est d'abord le processus, c'est-à-dire notre rapport au savoir, et en deuxième instance, ce qui est produit par ce processus. Donc, ce qui est produit par un processus d'émancipation, et là, effectivement, le rapport au savoir qui peut être créé peut émanciper les acteurs. Et dans le cas de l'Université populaire Quart-Monde, c'est typiquement le cas. Le processus est émancipateur, dans le sens où il se défait d'un certain nombre, dans le cas d'ATD Quart-Monde, de lourdeur académique, de normativité, de disciplinaire. Il se défait d'un rapport au savoir hiérarchique, un peu autoritaire, donc il s'émancipe finalement le processus d'un certain nombre de prérogatives qui vous obligeaient, dont vous étiez obligé de respecter pour rentrer dans l'espace des savoirs.
Donc l'émancipation, c'est se défaire de ses chaînes, hein, c'est lutter contre une aliénation. Donc là, l'idée de l'université populaire à TD Carmonde, c'était de s'émanciper d'une certaine représentation des sciences. En tout cas, c'est s'émanciper d'une certaine normativité quant à la crédibilité qu'on peut accorder à votre savoir. Et c'est le fait de s'émanciper via ce processus de production de savoir qui produit de l'émancipation. In fine, auprès de qui? Auprès des acteurs, précisément, qui participent à ce processus. Donc c'est en ce sens-là que j'entends science émancipatrice, c'est-à-dire cette double libération. Une libération de processus et une libération des acteurs qui entendent mener ce processus. Alors, dans le cas de la science, qui est plus précisément mon sujet, de quoi la science doit-elle s'émanciper? Premier temps. De quoi la science doit-elle s'émanciper pour qu'elle puisse produire de l'émancipation? C'est la question que je me pose maintenant. Avant d'y répondre, vous comprenez que déjà poser ainsi la question des conditions pour que la science soit émancipatrice, c'est déjà, en soi, un processus de libération. Pourquoi? Parce que ça remet en cause une forme d'automatisme qui est héritée de la philosophie des Lumières et qui associe science et émancipation. Une sorte d'automatisme, de consubstantialité qui nous invite à dire que la science est par essence émancipatrice. Raison pour laquelle Voltaire disait que l'adjectif, parfois, nuit au mot. Il n'y a pas besoin de parler de science citoyenne, science participative, science émancipatrice, science ouverte. Non, la science est tout ça consubstantiellement. Et dans le cas de l'émancipation, c'est très fort. Effectivement, la science, c'est un processus de libération contre les chaînes évidemment, des préjugés, de l'ignorance, la sortie de l'ombre pour atteindre la lumière. Tout cela, ce sont consubstantiellement des processus d'émancipation qui sont liés à la science en tant qu'elle est science. L'idée de travailler sur les conditions pour que la science soit émancipatrice, c'est déjà dire ça ne va pas forcément, cette consubstantialité de la science et de l'émancipation ne va pas forcément de soi. Elle doit être mise au travail, elle doit être discutée. La science n'est pas par essence émancipatrice. Et donc le corollaire inverse, c'est que l'émancipation, enfin le corollaire pas inverse, le corollaire de cet axiome-là est que l'émancipation ne passe pas forcément par la science. Alors en disant ça, on ne dit ni que la science n'est pas un processus émancipateur, ni que l'émancipation peut passer par la production de savoir scientifique. Ce que l'on dit, c'est qu'il y a des conditions pour cela, et que c'est ces conditions qui sont importantes à discuter, et qui ne vont pas de soi. Donc, on est prêt à accueillir l'axiome, comme beaucoup d'entre nous au sein de l'université aujourd'hui, selon lequel la science et l'émancipation ont quelque chose à voir l'un et l'autre, évidemment, mais pas comme des préalables idéologiques, mais comme des hypothèses à vérifier. Voilà. Comme des hypothèses à vérifier. C'est ce que Miguel Benazayac, qui parlera en début d'après-midi, dit. Oui, le savoir est peut-être nécessaire dans l'émancipation, mais quel savoir est émancipateur? Donc il s'agit bien de travailler à la nature du savoir, aux conditions qui permettent à ce qu'un savoir soit véritablement émancipateur. Sur cette clarification peut-être de notre intention, il faut maintenant faire une deuxième peut-être clarification qui est celle du mot émancipation lui-même, de ce qu'il
implique, ou plutôt ce qu'il sous-entend. Ici, moi, je m'inspire beaucoup, lorsqu'il s'agit de travailler sur les questions d'émancipation, d'un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Jacques Rancière, qui est un penseur du politique, principalement, mais pas que, qui est un penseur de l'émancipation, un penseur de l'émancipation intellectuelle, hein, et je vous renvoie notamment à son livre sur la pédagogie de Jacotot, dont je vais revenir par la suite, qui est une magnifique démonstration de ce que pourrait être une émancipation intellectuelle. Bon, simplement pour dire et pour préciser, pour Rancière, l'idée, c'est que l'émancipation, c'est pas quelque chose qui adviendra. L'émancipation, dit-il, n'est pas quelque chose qui adviendra quand une avant-garde aura appliqué la bonne théorie, basée sur la bonne science de la société. En réalité, en fait d'émancipation, pour Jacques Rancière, et je le cite, au départ, il y a des gens qui se demandent directement comment on peut vivre autrement, ou qui ont déjà l'expérience de vivre autrement. Autrement dit, pour Jacques Rancière, un processus d'émancipation n'est pas le résultat de l'application d'une théorie, n'est pas le résultat de l'application d'une idée, n'est pas le résultat de l'application d'une science. L'émancipation est toujours un processus immanent. Au départ, il y a des gens. Formule de Jacques Rancière. Au départ, il y a des gens. Non, au départ, il n'y a pas la théorie. Au départ, il n'y a pas l'hypothèse. Au départ, il n'y a pas le savoir. Au départ, il y a les gens. Et c'est de leur expérience concrète, d'une aliénation, d'une domination, d'une inégalité, ou positivement d'une expérience de vivre autrement, d'une expérience de libération, que naît le fait d'émancipation. Autrement dit, et lorsqu'il s'agit de parler de l'émancipation intellectuelle, il dit, Jacques Rancière, l'émancipation intellectuelle ne signifie pas qu'on émancipe son intelligence par la connaissance, mais que déjà on se constitue comme appartenant à un monde d'égaux. Donc, chez Jacques Rancière, si vous voulez, la grande différence, c'est la question du postulat. Pour lui, l'égalité des intelligences est un postulat. Ce n'est pas le résultat d'un processus politique, social ou intellectuel. Il postule l'idée que s'émanciper, c'est se constituer comme appartenant à un monde d'égaux. Personne n'émancipe personne, autrement dit. Après, cette égalité des intelligences, hein, qui est pour lui la condition, le postulat de l'émancipation, se vérifie, évidemment. Elle se vérifie ou elle ne se vérifie pas, et évidemment, il y a des conditions pour qu'elle ait lieu, mais on part de l'égalité des intelligences, d'une émancipation immanente, de se constituer comme sujet de connaissance dans un monde d'égaux pour ensuite vérifier cette égalité. Et donc, c'est dans cet environnement, si vous voulez, intellectuel de l'émancipation que je situe aussi mon propos. Alors, maintenant que ces précautions longues, trop longues, ont été faites, il faut que j'attaque le vif du sujet. Mais c'était important, je pense, de vous rappeler un petit peu, enfin de vous rappeler, partager avec vous dans quelles sont un petit peu les intentions. Alors maintenant, intéressons-nous à la science. Qu'est-ce qui, dans la science, doit être émancipé pour produire de l'émancipation ? Autrement dit, pour être en accord avec ce que je viens de dire précédemment par rapport à Jacques Rancière, que devons-nous postuler ou que devons-nous défaire comme logique dans les sciences pour se constituer à l'intérieur de cet espace dans un monde d'égaux ? Alors, il y a plein de façons, et aujourd'hui, on va en avoir 4 différentes. La mienne est de dire que
il y a des logiques dans la science qui empêchent la constitution d'un monde d'égaux, qui empêchent, autrement dit, une science émancipatrice, c'est-à-dire à la fois émancipée et qui produit pour ces acteurs-là de l'émancipation. Ces deux logiques, c'est des logiques que j'appelle la logique de l'application et la logique de l'explication, qui sont, me semble-t-il, de blocage à une science émancipatrice. Et nous reformulerons, si vous voulez, notre propos ainsi. Nous appellerons donc une science émancipatrice, une science émancipée de ces deux logiques, la logique de l'application et la logique de l'explication. Et in fine, on verra qu'une science émancipatrice est une science qui, en plus de se défaire, de s'émanciper de ces deux logiques, produit de façon immanente une nouvelle logique qui est celle de l'implication. On ira peut-être jusque-là, je ne sais pas. Donc, c'est le premier temps de la science émancipatrice. Une science émancipatrice, c'est d'abord une science qui s'émancipe de ses représentations standards, qui est une forme d'auto-asservissement à une conception pauvre et appauvrie de la science, qui est celle de sa logique de l'application et de sa logique de l'explication. Donc prenons chacune de ces logiques, les unes après les autres, en commençant par ce que j'appelle la logique de l'application. Qu'est-ce que la logique de l'application en science ? La logique de l'application s'inscrit dans une vision épistémologique standard des sciences, qui est née au XVIIIe, XIXe siècle et qui a pris son envol au XXe siècle de façon très importante, qui est dépendant d'une représentation, qui est une représentation des sciences qui est dépendant d'un certain ordre qui est l'ordre qu'on appellera théorico-disciplinaro-centré. L'ordre applicateur ou la logique de l'application, c'est une logique qui implique une division, summa divisio, une division fondamentale entre théorique et pratique, entre le fondamental et l'appliqué. Aujourd'hui, on dit très vulgairement entre le dur et le mou. Et ça, je n'arrive pas bien à comprendre, mais ça recoupe en tout cas cette idée qu'il y aurait une science d'abord théorico-disciplinaro-centrée. Donc la logique de l'application nécessite l'existence de deux ordres, l'un théorique, l'autre pratique. Il y a les épistémologues disent qu'il y a une raison épistémique, puis il y a une raison pratique. Séparées. Voilà. Mais là où il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas simplement l'identification de deux ordres, une raison théorique, une raison pratique, mais c'est une logique d'asservissement du deuxième par le premier. Le premier, l'ordre théorique, théorico-centré, théorico-disciplinaro-centré de la science, fournissant en quelque sorte la matière grise, là où l'autre, l'ordre pratique, n'est là que pour transformer cette matière grise en dispositif, en objet, en service. Mais ce qui caractérise, et c'est là le nœud problématique, la logique de l'application, c'est que les lois de cette transformation, les lois de cette application du théorique au pratique sont incluses et dépendent de l'ordre théorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement, si vous voulez, un ordre théorique et un ordre pratique avec un processus de transformation de la théorie en objet, de la théorie en dispositif. Il y a en plus une logique d'asservissement du pratique au théorique, en ce sens que les lois de cette transformation ou de cette application sont de l'ordre de la théorie. La logique de l'application n'est donc pas un rapport réflexif. L'applicateur ne théorise pas. Au mieux, l'applicateur adapte des paramètres. Au mieux, et ça c'est très en vogue, l'applicateur bricole.
le technicien bricole avec ce qu'il a, mais il ne touche pas au cadre théorique. Il ne touche pas, certains diraient, au noyau, on va dire, au code source de son objet. Vous pouvez être un très bon usager, vous allez pouvoir être un très bon applicateur, un très bon technicien, mais ce qui reste central et ce qui reste important, c'est le théoricien, c'est la figure du théoricien, qui est la figure centrale de la science fondamentale, mais plus que ça, qui est son cadre. Alors que la figure de l'applicateur, c'est plutôt la figure centrale de la technique, c'est celui de l'exécutant. Alors, il se trouve que moi, j'ai fait une bonne partie de mon travail de recherche en ses débuts dans un institut qui s'appelait l'Institut national des sciences appliquées, l'INSA. L'INSA de Lyon a été créé en 1959, paradoxalement, par un philosophe, Gaston Berger, grand prospectiviste, et qui était complètement contre cette idée, précisément, que les ingénieurs, les concepteurs, les techniciens, les praticiens étaient des applicateurs. Mais dans l'ambiance de l'époque, il y avait cette idée de science appliquée, et donc cette idée de hiérarchisation entre une science théorique et une science technique. Mais lui-même, Gaston Berger, avait beaucoup insisté. Je vous invite à lire les textes de cette époque-là, et notamment ceux qui ont permis de créer ces instituts-là. Il insistait beaucoup sur l'idée que la technique est une science, que la pratique fait partie, que l'ingénierie fait partie de ce que je disais au départ, de ce territoire, de cet espace des raisons. Et donc, il avait notamment beaucoup insisté auprès du recteur Capel pour que les INSA, qui alors se créaient, aient en leur sein un département des humanités. Et d'ailleurs, l'INSA, c'est une des écoles d'ingénieurs où les humanités ont eu beaucoup de place, un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque beaucoup, avec énormément de disciplines des sciences humaines et sociales qu'on enseignait aux ingénieurs, pour que les ingénieurs ou les concepteurs soient pas simplement des applicateurs, mais aussi aient une démarche réflexive sur ce qu'ils font, et qui soient aussi en quelque sorte des théoriciens de cette science de l'ingénierie. Donc, si vous voulez, cette idée, c'est qu'il peut y avoir une science appliquée. Donc c'est contre cette idée-là que je m'oppose, hein, l'idée qu'il y ait une science appliquée, ce qui veut dire que s'il y a une science appliquée, il y a une science qui ne l'est pas. Et donc, moi je dis que c'est une science compliquée, du coup, j'utilise le mot compliqué. Certains disent fondamentale, théorique, mais en tout cas un précaré là, dont on ne peut pas percer les mystères et qui est réservé. Il y a une réservation là, un privilège. Épistémique. Et j'allais dire, mais ce ne serait pas grave, en fait. Il faut de la théorie, il faut du fondamental, il faut aller au fond des choses, il faut spécifier les phénomènes. Voilà. Le problème, n'est pas tant qu'il existe quelque chose comme de la théorie ou du fondamental quelque part. Le problème est que cette sphère de la théorie et du fondamental dicte les lois de la transformation de la théorie à la pratique. Et empêche, c'est le deuxième type d'injustice épistémique de Miranda Fricker, de type herméneutique, empêche un certain nombre d'acteurs à accéder au savoir sur leurs pratiques, sur leurs conditions. Bon, on pourrait en cela donner énormément d'exemples. En tout cas, la logique de l'application, c'est ce qui permet de maintenir le privilège épistémique de la science lorsque celle-ci est comprise selon une vision essentiellement théorico-centrée. Donc vous avez l'agronome qui pense, l'agronome qui conçoit, l'agronome qui modélise, qui simule, qui compare, qui utilise des données massives, qui fait des statistiques. Et puis vous avez l'agriculteur qui applique, qui exécute. Parfois, on lui accorde l'idée d'expérimenter. C'est un peu rare, mais parfois on lui accorde l'idée d'expérimenter par lui-même et selon ses propres règles, des connaissances ou des savoirs. Le médecin analyse, hiérarchise des données,
compile des connaissances, identifie des invariants, là où le patient applique ses recommandations. Dans une logique de l'application, l'agriculteur comme le patient ne pensent pas. Ils n'ont pas accès à ce territoire, à cet espace des raisons. Ils en sont exclus. Ils appliquent une pensée selon les termes et les modalités même de cette pensée. Et j'insiste, parce que c'est surtout ça le problème. Le problème n'est pas d'appliquer, ou le problème n'est pas de transformer de la théorie en pratique. Le problème est que les lois de cette application et de cette transformation, à qui appartiennent-ils ? Et précisément, on voit que les lois de cette transformation appartiennent à la sphère théorique, à la sphère de ce privilège que certains s'accordent et veulent garder. Et donc, c'est ce que on peut qualifier avec Buenaventura, par exemple, de Sousa Santos, dans son livre « Épistémologie du Sud », des processus d'invisibilité ou de non-existence. C'est-à-dire que cette logique de l'application invisibilise ou produit de la non-existence. Et ici, en l'occurrence, il invisibilise le pouvoir intellectuel des praticiens. Le pouvoir intellectuel des praticiens, leur capacité à comparer, leur capacité à hiérarchiser, leur capacité à analyser, leur capacité à, pourquoi pas, identifier des invariants. Toute action épistémique habituellement réservée aux théoriciens. C'est aussi des processus de disqualification, et certains le savent peut-être ici parce qu'ils le subissent, mais des processus de disqualification de la professionnalité au profit de l'expertise. Il y a aussi cette idée que la professionnalité doit être encadrée par des protocoles, doit être encadrée par une expertise qui, elle, est de l'ordre de la connaissance crédible et des savoirs, et qui va permettre aux praticiens d'exercer leur métier. Donc il y a aussi disqualification des savoirs d'un métier, d'une profession. Ça, vous pouvez le voir très bien dans le livre dans deux livres qui sont sortis d'ailleurs à 1 an d'écart, celui de Matthew Crayford, L'éloge du carburateur, ce qui est magnifique parce que il montre comment lui, en tant que mécanicien auto, alors il n'est pas que mécanicien auto précisément, mais en tout cas il répare aussi des motos, et il montre comment lorsque un client amène une moto pour la réparation, tout le pouvoir intellectuel du diagnostic du mécanicien, qui est énorme, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse appel simplement à une discipline ou à une théorie qu'il appliquerait. Il faut qu'il fasse des hypothèses, il faut qu'il écarte certaines hypothèses, qu'il en valorise d'autres, il faut qu'il fasse des tests, il faut qu'il fasse appel à la fois à des concepts, à la fois à des logiques. Bref, il met en marche un processus de la praxis qui est à la fois théorique et pratique, mais qui n'est pas, en tout cas, qui n'a rien à voir avec l'application d'une théorie. Il ne va pas... Alors bon, si, ça se fait de plus en plus maintenant avec la délégation aux logiciels et aux algorithmes, l'identification des pannes justement pour les voitures, mais dans son cas à lui, il n'interroge pas un expert qui aurait la théorie de sa panne pour lui dire ce qu'il faut faire. Il parle lui-même, il diagnostique, il mobilise de la théorie, il mobilise son expérience, il mobilise des savoirs pluriels pour identifier la panne et essayer, par l'enquête pratique, d'essayer de résoudre le problème. Donc ces savoirs qui mobilisent sont orientés vers un objectif précis, vers une résolution de problème. Donc c'est cela qui est disqualifié lorsque l'on est dans une logique de l'application. C'est cela qui est disqualifié, c'est cette capacité-là. Alors, je ne peux pas m'empêcher de citer encore une fois Rancière, parce que dans son livre « Le maître ignorant », donc le livre 5 leçons sur l'émancipation intellectuelle, où il travaille sur la pédagogie de Joseph Jacotot, il dit la chose suivante. Demeure abruti celui qui s'oppose à l'œuvre de la main ouvrière et du peuple nourricier, celui qui oppose l'œuvre de la main ouvrière et du peuple nourricier au marché de la rhétorique. La fabrication des nuages
est une œuvre de l'art humain qui demande autant, ni plus ni moins, de travail, d'attention intellectuelle que la fabrication des chaussures ou des serrures. C'est intéressant. C'est intéressant. La fabrication des nuages est une œuvre de l'art humain qui demande autant, ni plus ni moins, de travail, d'attention intellectuelle que la fabrication des chaussures ou des serrures. Donc, avec Rancière, avec Sousa, avec Fricker, nous pouvons conclure à l'idée que cette logique de l'application est une logique qui invisibilise ou qui crée de la non-existence, et en tout cas qui, par rapport aux trois axes que j'ai montrés au tout début de mon intervention, ne permet pas, empêche l'accès à un certain type de pratiques intellectuelles, empêche l'accès à ces pratiques dans la sphère des raisons et des savoirs qui peuvent être considérés comme crédibles. Je ne fais pas le détour sur Pasteur et sa critique des sciences appliquées parce que bon, j'irai un peu trop loin. Et puis, Pasteur fait une critique du terme de science appliquée de façon très forte, mais pour mieux justifier l'idée d'une science fondamentale. Pour lui, toute la science est fondamentale. Et puis ensuite, il y a l'industrie qui applique. Et donc, cette idée de science appliquée, pour lui, est insupportable. Voilà, Mais bon, ça c'est un débat, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les travaux de Guillaume Carmino sur le sujet notamment. Alors, pour déconstruire cette logique de l'application, il y a eu plusieurs tentatives, j'en ai déjà cité quelques-unes, mais l'idée principale, c'est celle de Gilbert Rotoy dans son travail pour réinsérer dans la sphère de la science la technique, pour remettre au travail l'idée que la conception purement logothéorique de la science est une construction historique, est une construction sociale datée et qui peut être remise en cause. Et donc tout le travail de considérer l'œuvre technique, c'est-à-dire ce travail de production d'objets, de conception, d'expérimentation de la matière avec la matière dans un contexte particulier notamment, ça peut être aussi de la science à part entière et non pas simplement de l'application d'une science par ailleurs purement théorique. Voilà, bon, c'est tout le travail de certain nombre de philosophes des sciences cette année. Alors je vous renvoie aussi à la sociologie. Richard Sennett a beaucoup travaillé cette question-là de la puissance intellectuelle et de la puissance théorique de la pratique. Et donc de l'existence, contre certains épistémologues contemporains qui ne veulent pas l'admettre, d'un agir épistémique, donc d'une non-dissociation entre l'agir épistémique et l'agir, entre la raison épistémique et la raison pratique, dans son livre « Ce que c'est la main » sur les pratiques artisanales. Voilà. Qui est vraiment excellent de ce point de vue-là. Donc vous voyez que cette première idée que je propose, c'est qu'une science émancipatrice, ce sera une science qui s'émancipe de cette logique de l'application, pour faire rentrer dans l'espace des raisons et l'espace des savoirs considérés comme crédibles, ce qui peut être de l'ordre de la pratique. Voilà. Et pas simplement ce qui doit être de l'ordre... Alors, bon, de la théorie, aujourd'hui, on dirait, puisque c'est le nouveau paradigme, et qui remplace un petit peu celui de la théorie ou de l'hypothèse, qui est celui des données massives et hétérogènes. Mais en fait, les data scientists de 2018 sont les théoriciens du XXe siècle épistémologiquement. C'est-à-dire cette idée que aujourd'hui, une science crédible, c'est une science qui doit manier non plus simplement des théories et des hypothèses, mais aussi des données massives et le plus massives possible. Bon, ça, c'est encore un autre sujet sur ce changement de paradigme en cours dans la façon de produire des connaissances considérées comme scientifiquement crédibles. Alors, la deuxième caractéristique que je voudrais ici vous proposer, qui, me semble-t-il, empêche une émancipation de la science elle-même,
donc une science émancipée, et donc a fortiori une science émancipatrice, c'est la logique de l'explication, qui est liée à la première, mais pas complètement. La logique de l'explication. Alors ici, bon, c'est évidemment, encore une fois, Rancière qui nous a permis d'ouvrir la voie, et puis sur énormément de travaux ensuite contemporains de sociologie des sciences aussi, dont je reviendrai dessus après. Mais Rancière disait, donnez l'exemple suivant, mais dont on pourrait le paraphraser avec, en mettant un agriculteur ou un patient à la place de l'élève. Mais il dit, bon, voici un livre entre les mains d'un élève. Ce livre est composé d'un ensemble de raisonnements qui sont destinés à faire comprendre une matière à l'élève. Mais voici maintenant le maître qui prend la parole pour expliquer le livre. Il fait, le maître, un ensemble de raisonnements pour expliquer l'ensemble des raisonnements que constitue le livre. Jacques Rancière s'interroge, mais pourquoi celui-ci, donc l'élève, a-t-il besoin d'un tel secours ? Au lieu de payer un explicateur, le père de famille ne pourrait-il pas simplement donner le livre à son fils et l'enfant comprendre directement les raisonnements du livre ? Et s'il ne les comprend pas, ce qui est possible, pourquoi comprendrait-il davantage les raisonnements qui lui expliqueront ce qu'il n'a pas compris ? Ceux-ci sont-ils d'une autre nature ? Et ne faudrait-il pas, dans ce cas, expliquer encore la façon de les comprendre ? Alors vous voyez venir, chez Jacques Rancière, l'identification de ce qu'on appelle une logique de régression à l'infini, la logique de l'explication. La logique de l'explication, dit-il, comporte le principe d'une régression à l'infini. Le redoublement des raisons, la raison première et la raison de l'explicateur, le redoublement des raisons n'a pas de raison de s'arrêter jamais. On aura toujours besoin d'un explicateur pour nous expliquer ce que nous explique le premier explicateur. Le redoublement des raisons, dit-il, n'a pas de raison de s'arrêter jamais. Ce qui arrête la régression, dit Jacques Rancière, et donne à son système son assise, c'est simplement que l'explicateur est le seul juge du point où l'explication est elle-même expliquée. C'est ce que je disais un petit peu au départ sur la logique de l'application, dans le sens où le problème n'est pas l'application, tout comme le problème n'est pas l'explication, le problème est de qui maîtrise, ici, la limite. Maintenant, voilà, ce qui doit être expliqué est expliqué. Et donc, nous n'avons plus besoin d'un autre explicateur pour vous expliquer ce que je viens de vous expliquer. C'est l'explicateur qui a ce pouvoir, et non pas la personne, le réceptacle, en quelque sorte, parce que dans cette logique, ce n'est qu'un réceptacle de l'explication. Donc vous pourrez prendre la même chose. Je me suis amusé à paraphraser Rancière. Hein. Voici un agriculteur face à ses adventices, ces mauvaises herbes. L'observation de celle-ci est destinée à faire comprendre ce phénomène à l'agriculteur. L'agriculteur observe dans son champ de blé qu'il a tel adventice, mauvaise herbe. Mais voici maintenant le maître. Alors le maître, là, c'est l'agronome, le conseiller technique de la Chambre d'agriculture ou le chercheur de tel institut. Voici maintenant le maître qui prend la parole pour expliquer le phénomène. Il fait un ensemble de raisonnements pour expliquer l'ensemble des raisonnements que produisaient déjà les observations de l'agriculteur. Mais pourquoi l'agriculteur a besoin d'un tel secours ? Ne peut-il pas comprendre directement les raisonnements issus de ses observations ? Et s'il ne les comprend pas, pourquoi comprendrait-il davantage les raisonnements qui lui expliqueront qu'il n'a pas compris ? Ceux-ci sont-ils d'une autre nature ? Et ne faudrait-il pas, dans ce cas, expliquer encore la façon de les comprendre, etc., etc. On peut faire ça pour un certain nombre de cas. L'acte essentiel du maître est d'expliquer. Mais il ne fait pas qu'expliquer, il dit aussi à quel moment doit s'arrêter l'explication pour stabiliser le savoir. Et donc, bloquer, en quelque sorte, la possibilité d'un croisement des savoirs, d'une coproduction des savoirs, d'un enrichissement d'un savoir par la pratique,
et etc., etc. Alors, dans les sciences, cette logique de l'explication identifiée par Jacques Rancière, notamment, s'est traduite par la doctrine du Public Understanding Science. Qu'on a, au XXe siècle, regroupé sous le terme de vulgarisation scientifique. C'est dans cette idée que la science est un espace extrasocial, compliqué, difficile, composé de personnes ayant un statut particulier, une fonction particulière, dont tout le monde ne peut pas accéder, et que le corpus créé, produit à l'intérieur de cet espace-là, doit être expliqué à un public. La science a un public. Et donc c'est cette idée que la science est un public qui structure dans la science cette logique de l'explication. Et c'est l'idée que la science doit donc expliquer, et donc ça a pris l'habit de la vulgarisation, ce qui est compliqué pour ces publics. Et donc l'explication, si vous voulez, est le corollaire de la consommation de la science. La logique de l'explication produit l'idée que la science se consomme. Hein ? Et donc, bien entendu, avec cette idée de vulgarisation, on entend dire, et ça a été sa justification première, que l'idée de créer une culture scientifique dans la société. Mais une culture scientifique pour faire quoi ? Une culture scientifique pour précisément se mettre en posture de pouvoir mener une enquête, de pouvoir comprendre des situations, de pouvoir analyser, de pouvoir produire de la connaissance, ça oui. Ou une culture scientifique qui permette de mieux s'adapter, de mieux recevoir les savoirs scientifiques stabilisés, académiques. Donc il y a vraiment ici une ambiguïté première de la médiation scientifique aujourd'hui, parce qu'on ne veut plus parler de vulgarisation maintenant, on parle de médiation scientifique et technique, mais bon, ça revient souvent, pas tout le temps, mais un peu au même. Quelle est l'idée ? L'idée est-elle, cette idée encore prégnante de la philosophie des Lumières, d'émanciper ? La science va émanciper le peuple, les non-sachants, son public, et donc va essayer de transmettre un savoir qu'elle produit elle-même en l'expliquant, en le vulgarisant, et c'est cela qu'on appellera la culture scientifique, ou la science s'émancipe de cette logique de l'explication en ouvrant son territoire à des savoirs, à des pratiques de co-construction, à la possibilité de mener des enquêtes en commun, à la possibilité de non pas simplement expliquer, mais de produire les conditions d'une compréhension des savoirs pour autonomiser les publics plutôt que de les aliéner à une conception des sciences particulière. Donc, il y a derrière la logique de l'explication cette idée d'une science à vulgariser, à consommer, et d'un public qui, comme un public dans un musée, consomme l'art. Et Hannah Arendt a beaucoup travaillé ça dans La crise de la culture, justement sur l'idée que la culture est en fait peut-être tout autre chose que ça, que cette consommation d'objets ou cette consommation de savoir, mais au contraire que cette attitude de la consommation ruine en fait, dit-elle, tout ce qu'elle touche, et que la culture ou l'homme cultivé, c'est plutôt celui qui arrive à choisir, qui a cette capacité de choisir, et notamment, dit-elle, ses compagnons. Ses compagnons parmi les hommes, les choses et les pensées, dit-elle, dans La crise de la culture. Voilà, donc ce que moi j'appelle une science
émancipatrice, c'est d'abord une science émancipée de ces deux logiques. La logique de l'application, la logique de l'explication. Et donc, la question que je me suis posée ensuite, c'est de dire, d'accord, bon, et se défaire de ces deux logiques de l'application et de l'explication, qui épistémologiquement, et là je ne rentre pas dans les détails, demande un certain nombre de réajustements sur les normes et les valeurs épistémiques qu'on peut mobiliser, et sur le postulat selon lequel il existe un agir épistémique. Bon, ça, des questions qui sont plus techniques, mais je me suis posé ensuite la question, quelle serait la logique qui pourrait produire de l'émancipation pour les acteurs qui s'émancipent des deux précédentes logiques, y compris les scientifiques, hein, évidemment. Et donc, c'est là où j'ai proposé l'idée de la logique de l'implication. Et donc, de l'idée de science impliquée. Alors, pas mal d'étudiants dans la salle, donc ils ont déjà eu, je pense, le topo, mais ça sera un rappel. Mais cette idée de science impliquée, je dois la préciser ici. Ce que je propose de comprendre sous le terme de l'implication de la démarche scientifique, ce n'est pas de rajouter un attribut à la science. Ce n'est pas de dire que la science impliquée est un territoire nouveau, un archipel, une région des sciences particulières, comme le seraient les sciences participatives, les sciences citoyennes, ou ce genre d'expressions qui font parfois le succès aujourd'hui au sein de nos institutions, qui me semblent être des pièges, mais ça, on en rediscutera dans la journée, je pense. Non, l'idée d'implication, l'idée de science impliquée, c'est pour identifier une caractéristique constitutive de toute science, non pas de science particulière. C'est pour dire ce que peut être la science en son cœur. Et donc, c'est l'idée de science appliquée, c'est pas l'idée d'identifier une nouvelle région des sciences particulières, c'est l'idée de renouveler la conception des sciences, notre concept des sciences. Autrement dit, notre façon de la reconnaître et de la dire. Et donc, de dire que ce qui caractérise peut-être le plus, enfin la logique en tout cas, qui caractérise peut-être le plus la science contemporaine, n'est pas la logique de l'application, n'est pas la logique de l'explication, mais c'est peut-être cette logique de l'implication qui pourrait avoir des effets, des conséquences plus pertinentes que les deux précédentes. Alors, la science impliquée, donc pour vous donner une première définition, donc qui serait finalement la condition d'une science émancipatrice, hein, vous comprenez. Donc travailler sur l'idée des conditions d'une science émancipatrice, bon, mais ça serait de se nourrir d'une logique de l'implication. Une science impliquée serait une forme de lutte contre l'indifférence. Et là, je m'inscris dans les travaux des philosophes des sciences féministes aux États-Unis, principalement d'inspiration américaine, aux États-Unis, et dans l'idée de Miranda Fricker, selon laquelle il existerait quelque chose de l'ordre d'une injustice épistémique. La science impliquée serait une forme de lutte contre l'indifférence. Indifférence qui, me semble-t-il, est le mal le plus profond à combattre dans la science. Alors, cette indifférence, elle a trois formes dans la recherche scientifique contemporaine. Parce que se sentir impliqué, hein, ça ne veut pas dire forcément se sentir engagé, se sentir, ou même participer. Hein. Se sentir impliqué, c'est plus profond justement que l'engagement ou la participation. Se sentir impliqué, c'est faire preuve de considération. Et donc c'est en cela que c'est une lutte contre l'indifférence. Et donc cette indifférence, elle prend trois formes dans la recherche scientifique contemporaine. C'est d'abord une indifférence
aux conséquences. Un aveuglement, la figure du somnambule, du scientifique somnambule qui ferme les yeux, qui ne veut pas voir ce qu'il y a autour de lui, le monde qui l'entoure et le monde dans lequel on est, qui ne veut pas tirer les conséquences dans ses recherches du dernier rapport du GIEC, par exemple, ou qui continue la course en avant dans une logique qui s'auto-alimente, indépendamment du contexte ou des conséquences que cela peut entraîner. Et donc, il y a vraiment une indifférence aux conséquences. Je ne dis pas qu'elle est généralisée, mais je dis qu'elle est très présente et que nous devons trouver les moyens de lutter contre cette indifférence-là. Et ici, le remède que je propose est une implication de type ontologique. Une implication de type ontologique, ça veut dire que considérer que toute production de connaissances scientifiques, quelle qu'elle soit, et encore une fois, je vais insister sur ce côté générique de l'implication et non pas régional, l'idée que les connaissances scientifiques modifient le monde, quelle qu'elle soit. Donc l'implication ontologique nous amène à dire que toute production de connaissances est aussi un agir dans le monde. C'est aussi un agir dans le monde. Un agir qui peut prendre la forme d'un changement de nos mots, d'un changement de nos concepts, d'un changement de nos représentations, pour ce qui est le plus abstrait, mais aussi concrètement d'un changement de nos pratiques, d'une modification des objets avec lesquels nous vivons, d'une modification des territoires dans lesquels nous évoluons, etc. Les connaissances, quelles qu'elles soient, modifient. Et après, c'est la question du degré de cette modification. Du degré qu'il faut étudier, et précisément la sensibilité aux conséquences. Et ce travail, précisément, sur le degré de cette implication ontologique. Donc, et une des conséquences, c'est personne dans la science n'est exempt d'un travail sur les conséquences, d'un travail d'éthique et de réflexivité sur les connaissances qu'il produit. Le deuxième type d'indifférence que l'on peut identifier dans la recherche scientifique contemporaine est une indifférence à la diversité, ou plus précisément une indifférence au pluralisme constitutif des sciences. Il y a cette idée, encore très présente, qu'il existe une science, une et indivisible, telle la République, et qu'il faudrait inclure dans cette science-là les sciences particulières, les sciences secondaires, discipliner et domestiquer les pseudosciences, disent-ils parfois, etc., etc. En tout cas que, à part le fait qu'il y ait des disciplines et des institutions, le pluralisme scientifique ne va pas au-delà de cet aspect-là. Or, et ça, c'est vraiment fondamental, il faut vraiment en tirer les conclusions, le pluralisme des disciplines et des institutions n'est que la face visible de l'iceberg du pluralisme scientifique. Et beaucoup plus en détail, beaucoup plus profondément, on voit que le pluralisme scientifique est omniprésent dans les sciences aujourd'hui. Il se caractérise par quoi? Il se caractérise par un débat sur les normes de scientificité. Il se caractérise par une composition et parfois des conflits entre certains styles de raisonnement scientifique. Il se caractérise par un pluralisme méthodologique avec parfois aussi une conflictualité très forte sur les outils qu'il est pertinent d'utiliser ou pas. Je vous renvoie au débat sur la façon dont on peut prédire le changement climatique, entre ce que peut nous apporter des théories et ce que peut nous apporter une simulation pluriformalisée. Voilà. Il y a un pluralisme méthodologique dans les sciences aujourd'hui qui est évident et qui est l'objet de discussions, qui est l'objet d'une réflexivité. Et donc, il est impossible aujourd'hui de continuer à revendiquer l'idée que la science, que la communauté scientifique,
soit un ordre juridique et épistémologique homogène. Et si la science n'est pas un ordre juridique et épistémologique homogène, alors sa philosophie politique, c'est le pluralisme scientifique. Ça ne peut pas être autrement. Après, oui, il y a des propositions de l'ordre du relativisme ou de ce genre de choses-là, mais qui, et là, je n'aurai pas le temps de les travailler, mais qui ont un certain nombre de limites. Mais si l'on considère que la science est constitutivement plurielle, mais pas plurielle simplement en cela qu'elle se manifeste sociologiquement par des disciplines et des institutions, mais aussi dans notre rapport au réel, dans notre rapport à la preuve, dans les normes et les valeurs épistémiques que l'on choisit de mettre en place, alors sa philosophie politique ne peut être que celle du pluralisme scientifique. Et c'est contre cette indifférence que l'on peut opposer un remède, contre cette indifférence au pluralisme que l'on peut opposer le remède d'une implication, cette fois-ci non pas ontologique, mais épistémologique, qui consiste à dire que chaque connaissance s'insère dans un paysage de connaissances qui existe déjà, qui précède, et que cette insertion, cette rentrée d'une nouvelle connaissance dans un paysage épistémique existant, a des conséquences. On peut composer, on peut invisibiliser, on peut remplacer, on peut survaloriser des connaissances existantes. Et ça, c'est l'objet d'une implication. On doit véritablement se sentir impliqué, redevenir sensible, faire preuve de considération sur cette idée qu'une connaissance nouvelle qui est produite, elle s'insère dans un paysage existant et que la façon dont elle va s'insérer, là aussi c'est une question de degré, doit être l'objet de notre considération. Aujourd'hui, je vois par exemple que toutes les nouveautés en sciences s'insèrent de façon hégémonique. Prenez l'exemple des big data, c'est formidable les big data. Vraiment, je pense qu'avec les big data, on va pouvoir évidemment produire des nouvelles connaissances, on va pouvoir identifier des phénomènes que l'on ne voyait pas avant, on va pouvoir casser un certain nombre de silos disciplinaires, on va pouvoir faire converger des données que l'on ne pouvait pas faire converger avant. Ce n'est pas le problème de savoir s'il y a une légitimité épistémique à une démarche de type big data, c'est-à-dire dans l'idée de ces promoteurs qui serait une forme de rupture avec la démarche hypothético-déductive pour embrasser une démarche plus empirico-inductive qui partirait plutôt de la donnée et des corrélations que l'on peut faire à leur propos. Bon, pourquoi pas? La question n'est pas là. La question est comment s'insère cette nouvelle façon de produire des connaissances dans l'ensemble du paysage qui existe déjà. Va-t-elle le remplacer? Va-t-elle composer avec, en essayant de ne pas faire table rase d'une histoire, faire table rase d'une évolution des connaissances, pour essayer d'identifier des complémentarités? Ou va-t-elle, cette démarche Big Data, concentrer tous les budgets, concentrer tous les recrutements, concentrer toute l'attention médiatique, concentrer toutes les orientations de recherche, et comme ça formater une nouvelle bonne façon de faire la science? C'est ça ce que j'appelle l'implication épistémologique, qui est une lutte contre l'indifférence au pluralisme scientifique. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une hésitation à ce propos des big data. Une hésitation. On est dans un moment d'hésitation. Après-demain, on organise un colloque sur le sujet, Poletis, sur cette question, où on va précisément mettre l'hésitation au cœur de cette journée-là. Est-ce qu'il faut suivre cette nouvelle promesse, ou est-ce qu'il faut chercher les moyens de composer avec ce qui existe déjà, ou ce qui peut exister potentiellement demain comme nouvelle façon de produire des connaissances? Moi, je connais plutôt mieux le sujet du diagnostic présymptomatique des maladies neuroévolutives. Bon, on est typiquement dans ces hésitations-là. On est dans cette hésitation-là. Doit-on produire demain un diagnostic présymptomatique, voire asymptomatique de certaines maladies neuroévolutives, simplement sur la base de la collecte massive de données? Donc, grâce à la puissance de nos ordinateurs.
Que ferons-nous dans ce cas-là du gap qui s'agrandit entre la puissance computationnelle de collecte et d'analyse des données et la puissance interprétative des humains qui vont être en contact avec d'autres humains? Ce gap-là, ce gap entre puissance computationnelle et puissance interprétative, il faut arriver à le résoudre, et c'est l'objet de notre hésitation. Mais ça, c'est un travail qui devrait pouvoir être fait si l'on prend en compte une logique de l'implication. Et la troisième indifférence contre laquelle je crois qu'il faut lutter, c'est une indifférence au contexte. Une indifférence au contexte. Triste indifférence si l'on est un peu lucide quant au moment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un moment tout de même troublant, pour utiliser un euphémisme. Nous sommes en 2019 dans un contexte qui n'est pas tout à fait le même que celui de ne serait-ce qu'il y a 15 ans, ou de celui d'il y a 50 ans, ou de celui qui a 150 ans. La façon de produire des connaissances scientifiques doit être invariant, quel que soit le contexte. Le fait qu'aujourd'hui, la survie de l'humanité soit remis en cause, le fait qu'aujourd'hui, nous soyons probablement rentrés dans une secousse écologique et probablement des seuils d'irréversibilité qui devraient nous ouvrir les yeux sur l'idée que notre façon de produire des connaissances scientifiques, notre façon de produire des techniques a peut-être quelque chose à voir avec la possibilité ou l'impossibilité de continuer une vie véritablement humaine sur Terre, pour prendre des termes dans le Jonas, doit quand même être un élément, je crois, à prendre en compte sur notre application dans la production des connaissances. Le contexte a un impact sur la façon dont on produit des connaissances et sur le type de connaissances que l'on a à produire. Et donc le remède ici, face à cette indifférence au contexte qui caractérise certaines façons de penser la science aujourd'hui, je ne dis pas, et pas toutes, heureusement, le remède ici est une application de type axiologique. Implication ontologique, implication épistémologique, implication axiologique. Axiologique dans le sens où, lorsque l'on produit des connaissances, et la façon dont on produit ces connaissances a quelque chose à voir avec les valeurs que l'on choisit de privilégier, de mobiliser, de défendre, ou au contraire d'invisibiliser, de dévaloriser, d'écarter. Mais quand je parle de valeurs ici, je parle de choses très précises. Je parle de valeurs, d'une part, épistémiques. Alors, quel type de science on veut faire ? Quelles sont les valeurs importantes que l'on veut mettre en avant pour produire des connaissances robustes, mais aussi des valeurs non épistémiques pour la question de la pertinence de ces connaissances dans le monde. Et donc, cette question des valeurs est omniprésente dans les sciences, mais ça, c'est très documenté aussi, évidemment. Le travail, j'ai cité d'épistémologie féministe aux États-Unis, a énormément documenté la question des valeurs dans les sciences. Comment les valeurs, alors surtout non épistémiques, mais aussi les valeurs épistémiques, on formate le type de connaissances que l'on produit en sciences et produisent des effets particuliers sur les publics qui sont censés utiliser, appliquer ou avaler ces connaissances-là. Et donc ce travail autour de la place des valeurs dans le processus de production des connaissances, nous devons y redevenir sensibles. Nous devons reconsidérer la façon dont les valeurs interviennent dans les connaissances et assumer, et là c'est là où l'idée d'implication prend son sens, me semble-t-il, l'idée qu'une bonne science, ce n'est pas une science qui évacue les valeurs non épistémiques, n'est pas une science qui filtre, qui cherche à purifier le processus par des garde-fous de type intégrité scientifique déontologique, pour prendre des sujets d'actualité, c'est-à-dire qui essaye de revenir à
à l'étymologie latine du mot intégrité, hein, tel que l'a très bien décrit Armel de Bru, c'est-à-dire integer, c'est-à-dire non touché. Mais non touché, ça veut dire aussi non atteint et non inatteignable. C'est-à-dire cette idée qu'on va se protéger des bruits, des valeurs, etc. Hein, Non. L'idée d'une implication axiologique est de dire que, qu'on le veuille ou non, les valeurs sont là. Et que l'enjeu n'est pas de chercher à les évacuer, mais de chercher à les identifier, à les expliciter et surtout à les partager pour que collectivement, il y ait des choix à leur propos qui soient faits. Ce n'est pas un problème aujourd'hui de mettre, par exemple, me semble-t-il, l'ensemble, ou en tout cas une bonne partie des processus de production des connaissances scientifiques au service des biens communs ou au service d'une lutte contre le réchauffement climatique ou au service de la survie de l'humanité sur cette terre, par exemple, en produisant des savoirs sur les transitions écologiques et sociales. Ça ne me pose pas de problème. Tout comme on a pu à un moment donné mettre la science au service de l'industrie, au service des biotechnologies, au service de la croissance économique, au service d'autres valeurs, ici plus marchandes, des valeurs de profit, des valeurs... La question n'est pas de mettre la science au service d'un projet. La question est de savoir à quel moment on discute les valeurs qui permettent de nous dire qu'on est d'accord pour que la science soit mise au service de ce projet. Et y compris dans la science elle-même, pour éviter les effets d'aveuglement, de somnambulisme et d'engrenage dans lesquels beaucoup de scientifiques sont pris, prendre le temps, à un moment donné, dans la science, de travailler sur les valeurs et les finalités des connaissances qui sont produites. Ça, bon, ce que j'appelle une application axiologique. Alors, ça a ces trois caractéristiques de l'implication correspondent d'une théorie, mais qui n'est pas une théorie ficelée ou un système théorique, mais des développements partiels, hésitants, de théories en épistémologie contemporaine, dont je ne pourrais pas ici vous détailler les caractéristiques par manque de temps, évidemment. Simplement, pour terminer, je vous donnerai un exemple, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer. Mais je vais tout de même vous en parler rapidement, qui tient au fait qu'une des conséquences de cette logique de l'implication, comme substitution des logiques de l'explication et de l'application, hein, vraiment je l'amène comme ça, comme ce qui peut être le nouveau, en tout cas, ce qui peut être une logique structurante de notre rapport au savoir, de notre façon de produire des connaissances scientifiques. Une des conséquences, donc, ça se produit dans le jugement que l'on peut avoir, dans l'évaluation que l'on peut avoir d'une connaissance scientifique. De la façon, autrement dit, de juger et d'évaluer une connaissance. Question importante, parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup évalués, et les connaissances scientifiques sont évaluées. Et donc ici, une des conséquences, pour ne plus être indifférent au contexte, aux conséquences et au pluralisme, ce serait de dire que nous devons évaluer la qualité d'une connaissance scientifique non plus seulement en fonction de sa robustesse, autrement dit, non plus seulement en fonction du processus dont elle est le résultat, donc ce qu'on appelle habituellement la robustesse méthodologique. Hein. Donc la robustesse méthodologique, c'est la qualité des données, c'est la puissance statistique, c'est le rapport à la preuve, ou à l'empirique, enfin, l'adéquation empirique, c'est la cohérence des hypothèses, etc., le processus expérimental de vérification des hypothèses, toute chose très importante, ce qu'on appelle la robustesse méthodologique, qui prend, selon les disciplines, différentes formes, et qui est garante d'une partie de la qualité des connaissances, mais d'associer à cette idée-là l'idée de la pertinence. L'idée de la pertinence. Cette idée de pertinence des connaissances scientifiques comme gage de leur qualité, elle fait son chemin, et évidemment, vous reconnaissez là la patte du pragmatisme,
parce que tout le pragmatisme, finalement, c'est ça, c'est évaluer les connaissances en fonction de leurs effets ou de leur, de leur effet pratique, plus qu'en fonction de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils sont issus. Mais c'est ici l'idée, pas essentiellement pragmatiste, mais d'inspiration pragmatiste, de dire qu'il faut les deux. Qu'il faut à la fois évaluer une connaissance de par ses effets et de par ce qu'elle est, robuste ou pas, etc. Et de montrer précisément le lien entre robustesse et pertinence. Et que l'enjeu n'est pas de dire une connaissance évalue parce qu'elle a un effet positif sur les acteurs, ou une connaissance est de bonne qualité parce qu'elle est robuste, mais de dire que l'évaluation de la qualité d'une connaissance scientifique, le critère de bonne qualité est l'adéquation entre la robustesse et la pertinence. Alors, bon, pour illustrer ça, il y a des chercheurs qui ont fait un certain nombre d'études sur ce sujet empirique, notamment sur et je finirai là-dessus, parce que j'ai déjà largement dépassé mon temps. Par exemple, dans le domaine des connaissances qui sont produites pour la conservation des abeilles sauvages aux États-Unis, au Royaume-Uni. Alors c'est important parce que vous savez que c'est un... Là aussi, on ne peut pas fermer les yeux en disant que ce n'est pas un contexte qui doit nous alerter. Il y a crise majeure de la biodiversité. Alors apparemment, il se réveille là. J'ai vu ça dans le monde. Ça commence ça y est, à prendre conscience que Rachel Carson disait en 1956, c'est ça? Non, 62, le printemps silencieux. Il faut du temps. Mais vous lisez le printemps silencieux de Carson, bon. C'est la une du Monde de la semaine dernière. Enfin, bref, pour vous dire, l'indifférence au contexte est assez systémique. Donc, il y a des auteurs qui ont regardé un petit peu les connaissances qui sont produites pour la conservation des abeilles sauvages au Royaume-Uni. Les auteurs, leur idée, c'est de dire nous avons des sciences qui produisent des connaissances, qui vont vérifier, valider un certain nombre d'actions. L'idée, c'est de savoir si ces actions, qui sont vérifiées et validées scientifiquement, sont pertinentes. Donc les auteurs de la publication, c'est Sutherland 2011, ceux qui veulent la référence, ils ont essayé de construire ce qu'ils appellent un score de pertinence, des connaissances qui sont produites, et ce score de pertinence a été comparé à l'impact factor des revues ayant accueilli les connaissances qui valident ces actions. Alors les chercheurs, ils ont identifié 54 actions qui pourraient bénéficier à la conservation des abeilles sauvages. Alors bon, pour vous donner un exemple, par exemple protéger leur habitat naturel ou créer des parcelles de terrain nus avec des fauches tardives pour favoriser le nichage des abeilles dans le sol, parce que beaucoup d'abeilles sauvages nichent dans le sol, etc. Donc ils ont identifié 54 actions. Ils ont repéré dans la littérature des publications qui testent et qui apportent des preuves de l'efficacité de ces actions. Et donc là, nous avons une deuxième colonne, en quelque sorte, de 159 publications qui ont été incluses dans cette liste. L'impact factor sur 5 ans des revues qui ont accueilli ces 159 publications a été relevé. Ensuite, ils ont soumis la liste des 54 actions à des praticiens. Ils en ont sélectionné 113. Alors, le processus est assez robuste et ils ont essayé d'avoir un échantillon assez représentatif des praticiens de la conservation qui, voilà, c'est les principaux groupes qui représentent ce domaine-là. Donc il y a des décideurs, il y a des conseillers techniques, il y a des ONG, des associations, des agriculteurs évidemment, des consultants, des chercheurs, etc. Bref, 113 praticiens. Et chacun de ces praticiens a donc eu la liste des 54 actions sous les yeux et les a hiérarchisées par ordre de pertinence selon sa pratique à lui. Et donc, de ce fait, nous obtenons, par l'agrégation et la compilation
des 113 hiérarchisations, un score de pertinence par action. Et ce qui est important ici à dire, c'est que cette priorisation donc, des 54 actions par chaque praticien, c'est fait selon vraiment les besoins et les contraintes spécifiques de ce praticien-là, ou de ce groupe de praticiens, parce que parfois c'était des collectifs. Autrement dit, selon un contexte particulier. Et donc on a comparé ensuite l'impact factor des revues et le score de pertinence. L'hypothèse des chercheurs au départ était de dire que l'hypothèse qu'ils ont posée était de dire que la corrélation serait forte. C'est-à-dire que les connaissances, enfin plus l'impact factor de la revue accueillant des connaissances est fort, plus pour vérifier ces connaissances qui vont apporter des preuves de l'efficacité d'une action, plus cette action sera pertinente, et inversement. Alors, certains peut-être sourient en disant c'est une hypothèse naïve. C'est leur hypothèse. Alors, qu'ils voulaient vérifier. Alors, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de corrélation forte. Il y a une corrélation, certes, mais elle est faible. Et la corrélation est faible. Alors, si on regarde un peu dans le détail, donc ce qui est déjà un peu décevant, et qui montre déjà que bon, le lien ne va pas de soi entre robustesse méthodologique et pertinence des savoirs, si l'on veut bien accepter que le fait de publier dans une revue à fort impact, à fort facteur d'impact, est un gage de robustesse méthodologique. Mais ça, il faut l'admettre au départ, sinon, mais avec tous les mécanismes dont on sait qui sont pervers dans ce domaine-là, sur ce qu'est la robustesse méthodologique et quelles sont les ruses qu'il faut mettre en place pour pouvoir publier dans ces revues. Mais on est obligé d'admettre un certain nombre de choses tout de même, ne pas tout déconstruire, sinon on se perd. Alors, je vous montre simplement deux petites slides pour vous montrer les résultats de cette manip, et que je vais commenter pour vous permettre voilà, simplement de voir que vous arriviez à comprendre le processus. Alors, non, c'est où ça? C'est pas du tout ça. Ah si, c'est ça. Voilà. Alors là, vous avez du coup bon, les corrélations faibles, voilà, donc c'est celle-ci. Là, vous avez les résultats. Donc ce que l'on voit ici, c'est que donc en bas sur ce graphe-là, en bas à droite, l'une des publications, qui est donc en abscisse, vous avez l'impact factor, donc qui est donc dans des revues à très fort impact factor, a un très faible score de pertinence, voire le plus faible. Donc le score de pertinence, vous l'avez le score d'impact, vous l'avez sur l'autre axe. Et donc ici, c'est intéressant de voir la nature de cette publication, aller voir ce qui, évidemment, a été décrit ou on a essayé de prouver dans cette publication. Donc là, il s'agit véritablement d'une découverte assez importante, donc d'où peut-être l'intérêt de cette publication dans une revue à fort impact, voilà, sur un domaine théorique de la biologie de l'évolution. C'est que les reproducteurs, enfin, il peut y avoir des bourdons de travailleurs qui se reproduisent dans des colonies qui sont pas les leurs. Ça a été testé en laboratoire. Et donc, ça a fait l'objet d'une publication. Mais le score de pertinence associé à l'action dont cette connaissance est censée apporter une preuve scientifique, voilà, bidon, quoi. Enfin, les praticiens disent que ça ne sert à rien. Vraiment, le score de pertinence très, très faible. Donc ici, la question qu'on se pose, c'est nous avons une publication qui apporte une connaissance théorique probablement très importante en biologie de l'évolution, qui est plébiscitée par la communauté,
encore une fois, avec tous les guillemets du fait que publier dans une revue à fort impact factor soit un plébiscite de la communauté, etc. Mais bon, tout de même, mais qui n'a aucune pertinence pour l'action. Donc, bon, l'enjeu là n'est pas de dire qu'il ne faut plus faire ce genre de travaux, mais ça nous permet de voir qu'il y a quand même tout de même des décrochages. Alors, ce qui est intéressant, c'est la méthode de ces auteurs plus que les résultats. C'est que on voit ici, par exemple, dans cette slide-là, qui met en relation les interventions qui ont eu une confirmation dans des publications scientifiques et la priorité, donc le score de pertinence par les praticiens. On voit qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont un score de pertinence très élevé, mais qui n'ont pas de confirmation scientifique, qui ne sont pas travaillées par ici la biologie de l'évolution, principalement les domaines qui ont été étudiés. Donc, si vous voulez, c'est le décrochage inverse. C'est pour vous montrer que, pour des praticiens, il y a des actions qui sont très pertinentes, qu'ils utilisent tous les jours, qui font partie de leur quotidien, mais qui n'intéressent pas la recherche, qui n'intéressent pas les biologistes de l'évolution, et qui ne font pas l'œuvre de publication scientifique, de recherche, etc. Et donc, si vous voulez, la conclusion de ces auteurs, et c'était principalement vers ceci qu'ils voulaient nous emmener, c'est que ce qu'ils ont voulu montrer comme décorrélation, c'est la décorrélation entre la robustesse et la pertinence, et qu'il y aurait à produire des processus de production des connaissances scientifiques où, dès le départ, et non pas a posteriori comme c'est le cas ici, il y a un travail à la fois sur la robustesse méthodologique, la robustesse de la production d'une connaissance dans un champ scientifique particulier, en fonction de son histoire, en fonction de la discipline, et la parole, la pratique et les savoirs qui sont créés par les praticiens, et en ce sens-là, de donner des priorités de recherche qui allient robustesse et pertinence, plutôt qu'évaluer a posteriori à la fois la robustesse d'un côté des pertinences, de la connaissance, et d'un autre côté la pertinence. Voilà ce qui serait une illustration concrète d'une logique de l'implication. Voilà, j'arrête là, parce que sinon je vais être trop long, et Florence va avoir son temps qui va être réduit, ce qui est dommage. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et puis on peut avoir un temps de discussion.